Bonjour à tous. Je suis Gladys Louis-Marie. Nous sommes très heureuses de vous retrouver aujourd'hui autour de ce webinaire qui est organisé par le réseau Main dans la main sur le droit de la famille à l'international et plus particulièrement autour de ce sujet délicat de la séparation et du divorce en situation de vie à l'étranger. Alors, le sujet sera développé par nous, membres du réseau Main dans la main, et également en coordination avec notre participante de ce jour, Maître Sylvia Keita, que nous remercions grandement de partager son savoir et bien sûr son temps pour nous apporter des éclairages, notamment dans cette procédure juridique en Californie en particulier. Voilà. Alors, sur le slide suivant, nous avons juste souhaité préciser que les termes que nous employons, donc la séparation conjugale et ses conséquences, c'est aussi bien pour l'adulte. Donc, on parle ici de tout homme, femme qui rencontre cette question, mais également en ayant en tête la situation bien particulière du conjoint suiveur, parce que c'est vrai que ce sont des situations que nous rencontrons fréquemment au sein du réseau Main dans la main. Par rapport au terme d'expatriation, nous l'entendrons ici au sens large pour les Français de l'étranger en situation d'expatriation ou vivant hors de France. Donc, parfois, ce sont des situations de personnes qui sont là installées à l'étranger depuis très longtemps ou tout nouvellement arrivées également. Voilà. Alors, le sommaire. Ce que nous allons donc voir ensemble, je vais vous présenter rapidement le réseau Main dans la main. Je trouve que c'est important de savoir qui vous parle et de quelle place les uns et les autres parlent. Donc, on va vous présenter le réseau et chacune des membres du réseau auront la possibilité de se présenter elles-mêmes très rapidement. Ça va vous permettre de voir leur visage et notamment si vous nous sollicitez plus tard dans le temps, ça peut aussi aider de savoir à qui on s'adresse. Ensuite, nous parlerons du divorce et là, nous rentrerons dans le vif du sujet avec Maître Sylvia Keita sur les conséquences juridiques. Donc, elle pourra nous faire part des grandes lignes de la procédure. J'insiste sur le fait que elle est donc Maître Sylvia Keita est enregistrée au barreau Californie, donc avec cette spécificité-là. Vous savez, les États-Unis c'est très grand, les États ont des réglementations différentes. Donc, c'est vraiment sur cet aspect-là, et on parlera un petit peu de l'Oregon, puisque le réseau maintenant intervient dans d'autres États autres que la Californie. Bien sûr, nous ne pouvons pas rentrer dans le détail de chaque situation des participants, mais le but est vraiment d'aborder les thématiques et vraiment dans les grandes lignes avec les choses et les questions qui reviennent régulièrement. Et bien sûr, dans un deuxième temps, nous aurons un temps d'échange où vous pourrez aussi nous adresser quelques questions. Je continuerai ensuite sur la question et les enjeux et l'impact psychologique en tant que psychologue clinicienne en France et ici coach de vie. Je souhaitais vous apporter quelques éléments. Ce sont parfois des périodes d'isolement, de grandes réflexions et de remise en question. Donc, c'est important aussi de pouvoir vous apporter quelques éléments de réflexion. Et aussi de ressources et de stratégies. Voilà. En troisième point, nous aborderons la question des médiations familiales aux États-Unis, donc par Maître Sylvia Keita, et aussi en France, puisque nous avons des membres du réseau qui est retournée en France, Véronique Gervais, et qui pourra nous apporter quelques éléments là-dessus, puisqu'on sait que certaines familles sont amenées à rentrer en France ou s'interrogent sur cette possibilité et donc auront besoin d'informations sur et si je rentre et quand je rentre, qu'est-ce qui est à ma disposition, quelles sont mes ressources aussi là-bas. Voilà. Et puis, en quatrième point, un sujet sensible, mais qu'on a aussi souhaité aborder, c'est la place du réseau Main dans la main, d'aborder aussi ces sujets qui sont parfois plus délicats et qu'on voit moins aussi, et qui sont moins abordés, même si aujourd'hui il y a un éclairage et une lumière qui est vraiment plus importante sur les questions du conflit
et qui peut aller jusqu'à la violence conjugale. Donc, Sandrine Kaloun va nous apporter son expertise sur ces questions-là. Il y a des plateformes qui existent. Comment identifier aussi et différencier le conflit de la violence au sein du couple et de son impact dans le foyer. Voilà. Alors, pour le réseau Main dans la main, en quelques mots, donc c'est un réseau, ce réseau Main dans la main a été cofondé par un groupe de femmes auquel j'appartiens. Il a été fondé en 2015. Il est venu en fait d'un constat donc, dans la baie de San Francisco qu'un certain nombre de choses existaient dans le paysage pour la communauté française et francophone déjà, et qu'on connaît bien la Silicon Valley pour voilà, des moments de réussite, le travail d'entrepreneur, certains aspects positifs dans la vie des Français qui s'y installent, mais qu'il manquait dans ce paysage un espace pour aussi entendre et accueillir la parole de ceux qui rencontraient des difficultés, afin qu'ils se sentent moins isolés dans leur situation, que ce soit de vie, des situations professionnelles, parfois administratives. Et donc, en fait, nous venons toutes d'un champ plutôt psychosocial, et notre volonté était de mettre notre savoir-faire en termes d'écoute au service de nos compatriotes et de aussi reconnaître que nous n'avions pas réponse à tout, mais d'avoir au moins cet espace déjà d'écoute et de pouvoir ensuite faire bénéficier d'un partenariat et d'un réseau et donc pouvoir orienter en fonction des besoins des uns et des autres, de pouvoir orienter vers les bons professionnels et pour pouvoir voilà, que les uns et les autres puissent déposer et retrouver les informations dont ils avaient besoin. Voilà. Donc la mission, pour le redire, c'est vraiment d'accueillir, d'orienter, d'écouter les personnes qui s'adressent à nous. La confidentialité est toujours au cœur de nos échanges et de nos entretiens. Nous ne faisons pas un suivi psychologique, ni un suivi nécessairement dans le temps. Et encore, ça s'adapte aux situations des uns et des autres. Mais vraiment, ce sont des situations, notamment des entretiens ponctuels. Et puis, l'autre point qui me paraît important, tout comme aujourd'hui, on se retrouve autour de ce webinaire. Donc, on part vraiment des besoins et de ce que les uns et les autres expriment pour essayer de créer un contenu qui apporte une valeur ajoutée sur ces questions-là. Et donc, nous avons aussi nous mettons en place des ateliers de sensibilisation ou des tables rondes en fonction des besoins. Vous voyez, par exemple, si à l'issue de cet échange sur le divorce, certaines personnes souhaiteraient se retrouver et aborder davantage ces questions en personne, c'est quelque chose que nous pourrions tout à fait envisager de mettre en place des tables rondes et nous retrouver régulièrement avec un animateur du réseau Main dans la main et des participants. Voilà. Alors voilà, la présentation, c'est vrai que j'ai la parole, donc je vais déjà commencer. Je suis donc aujourd'hui présidente et cofondatrice, donc comme je vous le disais, du réseau Main dans la main. Je suis psychologue et clinicienne de formation en France, installée depuis une dizaine d'années maintenant aux États-Unis dans la baie. Et donc, je me suis reconvertie, ou en tout cas, j'ai ajouté quelques outils et quelques éléments de formation à mon bagage professionnelle en tant que coach en santé mentale et en développement personnel. Voilà. Sophie? Merci Gladys. Ouais, moi, très très rapidement, parce que tu as dit effectivement tout ce qu'il fallait dire sur le réseau. Donc, je rajouterai simplement que j'ai travaillé pendant 15 ans au consulat de France et j'ai été chargée des affaires sociales. Et c'est vrai que ce constat est arrivé assez vite, qu'il y avait un besoin un peu plus important pour certaines situations de vie. Donc, en rencontrant plusieurs autres personnes, on a créé ce réseau. Je suis aussi directrice de l'école de Palo Alto, du Mental Research Institute, et c'est vrai que tous ces domaines d'aide à l'autre m'ont toujours beaucoup intéressée. Donc voilà comment je me retrouve aussi aujourd'hui aux côtés de toutes ces femmes qui veulent aider. Voilà, donc c'est tout. Je pense que tu as fait le tour du réseau qui est pour moi la chose la plus importante dont on doit parler aujourd'hui. Voilà. Nous avons une autre Sophie. Sophie. Oui, Oui.
Bonjour, je m'appelle Sophie Braccini, j'habite à Portland, dans l'Oregon. Je m'occupe de l'association Oregon Accueil. La communauté de l'Oregon est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus restreinte que celle de la baie. Enfin, il y a aussi des Français, des expatriés ici, il y a des entreprises, etc. J'ai une formation de médiatrice et mon rôle ici, pour l'instant en tout cas, est plus un rôle de relais vis-à-vis des ressources que peut proposer le réseau. Oui, alors c'est vrai que le réseau Main dans la main, je vous le disais, il a démarré dans la baie et petit à petit, et ça a été une volonté et très forte aussi et vraiment insufflée par Sophie Suberville de d'étendre le réseau Main dans la main et de créer des antennes. Et donc, merci, un grand merci à Sophie, en effet, dans l'Oregon, de pouvoir apporter cette expertise, ce relais de soutien. Et c'est aussi le cas maintenant à Los Angeles. Nous avons aussi une autre antenne. Sandrine pourra nous le dire dans un instant. Bah, peut-être Sandrine, vas-y, puisque je viens de dire ton nom. Il faut que tu en mutes. Pardon. Donc effectivement, oui, Sandrine Caloun. Donc moi, j'ai réouvert l'antenne du réseau Main dans la main sur Los Angeles avec le l'appui du consulat de France de Los Angeles. En parallèle à ça, je suis aussi juriste pour la plateforme SaveYou, donc vous en parlerez un petit peu après, et écoutante par la plateforme SaveYou, parce que j'ai une formation spécifique donc en droit pénal, en victimologie, et j'accompagne principalement donc maintenant des victimes de violences conjugales, mais en situation enfin, vivant à l'étranger, quoi, française, mais de l'étranger. Voilà. Merci, Sandrine. Et nous avons également parmi nous Véronique Gervais, qui est connectée depuis la France. Est-ce que Véronique est là? Voilà. Donc moi j'étais donc il y a encore peu de temps dans la baie à San Francisco et donc où j'avais rejoint le réseau Main dans la main. Ça a été une très belle expérience que je continue maintenant depuis la France où je suis donc médiatrice familiale et donc dans le cadre du réseau quand j'étais à San Francisco j'ai eu l'occasion d'accompagner certaines personnes vers la médiation familiale sous différentes formes. Voilà. Merci beaucoup, Véronique. Et Véronique, c'est important pour nous et c'est un peu une nouveauté, mais c'est vraiment notre point d'attache aussi en France. Et je trouve que c'est intéressant et important pour nous de poursuivre ce travail ensemble parce que du coup, on peut vraiment aussi s'intéresser aux structures qui existent en France parce que ce sont vraiment des situations aujourd'hui où parfois les personnes se demandent, je rentre en France et comment je peux continuer, quels sont mes moyens et mes ressources, quelles sont les structures qui existent, qui peuvent m'accompagner. Parce que parfois, les personnes ont quitté la France depuis très longtemps et les structures évoluent. Donc, merci beaucoup. Et donc, nous avons aussi parmi l'équipe Anne Lair qui n'est pas connectée aujourd'hui, mais qui est consul honoraire de France en Utah. Voilà. Et pour finir ce tour de présentation, ben, bien sûr, Maître Sylvia Keita, euh, qui nous fait l'honneur d'être là ce matin avec nous. Sylvia. Ah, pardon. Oui, oui, je Merci. te laisse te présenter. Ça me fait plaisir d'être avec vous et je suis donc avocate en Californie. Ça fait déjà, hélas, 40 ans. Et donc, j'habite en Californie depuis longtemps. Je suis admise au barreau de Californie. Je ne suis pas admise dans les barreaux d'autres États. Et comme on l'a déjà dit en introduction, chaque État a ses règles et ses droits. Donc, il y a bien sûr beaucoup de choses qui sont similaires. Mais je fais aussi de la médiation et je suis là pour vous faire une petite présentation sur le droit de la famille en Californie, en tout cas. Merci. Formidable, merci Sylvia. Ben, je pense que nous pouvons entrer dans le vif du sujet et je te redonne tout de suite la parole pour pouvoir, voilà, je pense qu'on va tous prendre beaucoup de notes, écouter attentivement ce que tu peux nous dire voilà, des grandes lignes et puis
ce qui te semble important de partager avec les participants aujourd'hui de ce webinaire. Merci. D'accord, mais je vais faire assez rapidement. Je voulais surtout d'abord souligner que la première chose à faire, c'est le côté humain, je dirais. C'est-à-dire que pour les expats qui se retrouvent parmi nous, c'est très important de ne pas s'isoler. L'isolation est très terrible et parce qu'après, on se retrouve dans un désert où on n'a pas de soutien familial, on n'a pas de soutien d'amitié et on n'a en général pas de ressources. Bref, le droit de la famille en Californie, c'est le système de la communauté. On est en dehors de la communauté si on entre dans le mariage avec un contrat de mariage qui dit que tout va être d'une manière séparée. Mais sans ce contrat, tout est considéré comme commun, ce qui veut dire que le jour où vous êtes marié, vous avez, j'aime dire à mes clients, vous avez établi le business de votre mariage. Donc, tout ce que vous créez pendant votre mariage, ça appartient au couple à 50%, chacun à 50%. Deux exceptions, c'est les héritages ou les dons séparés. Et pour ces deux-là, pour les garder séparés, il faut les mettre dans un compte complètement séparé, ne pas mélanger ce qu'ils appellent ici commingling. Vous ne voulez pas absolument pas mélanger les choses. Et comme ça, tout ce qui est gagné ensemble reste ensemble. Souvent, les gens sont un peu confus de penser, est-ce que ça veut dire que mon compte retraite, mes comptes 401k, les stocks, tout ça, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la même chose. Ça appartient au couple à 100%, chacun a 50% de propriété euh, de tout ce qui a été créé ensemble. Et ça inclut aussi les dettes. Alors souvent, j'ai des clients ou des clientes qui ne sont pas contents ou qui ne sont pas d'accord parce qu'ils disent, ben moi, on ne m'a pas consulté pour emprunter 15 000, 20 000, 100 000 dollars, on ne m'a rien demandé et pourtant maintenant je suis coincée avec cette dette. Hélas, oui, parce qu'il y a des protections constitutionnelles pour les couples. L'État n'a pas le droit d'entrer dans vos couples pour vous dire comment vous allez faire vos affaires de couple. Ce sont des affaires qui sont privées. Maintenant, quand il y a séparation, alors la date de séparation peut être quelque chose de très litigé, parce que en principe, la date de séparation, c'est le jour où l'un ou l'autre a dit à l'autre, je veux divorcer, je ne veux plus continuer avec notre mariage. Là, je sors d'un procès qui a duré carrément 2 jours pour établir quelle était la date de séparation, parce que la date de séparation arrête la création de la communauté. Donc, le jour où vous êtes séparés, à partir de ce jour-là, tous les revenus deviennent des revenus séparés. Quand il y a divorce, il y a plusieurs manières d'approcher le divorce en Californie. Vous pouvez soit engager un avocat, vous pouvez aussi engager une thérapeute qui peut vous aider à naviguer la séparation des biens et surtout la garde des enfants. Bien sûr, si vous engagez un avocat ou une avocate, ils pourront aussi vous donner des informations sur le côté, les effets légaux de vos décisions. À part la séparation des biens, il y a aussi la question, pour moi, c'est la question la plus importante, c'est pour les enfants. Que se passe-t-il avec les enfants? En Californie, ils partent, le point de départ, c'est comme pour les propriétés, c'est un peu challenging pour moi, c'est que c'est 50-50. Donc, ils partent du principe que les enfants, une fois qu'il y a un divorce, passent la moitié de leur temps avec leur père et la moitié de leur temps avec leur mère. Et ensuite, à partir de cette base, on va éclairer qu'est-ce qui est mieux pour les enfants, quelles sont les habitudes des enfants. Parce que une chose qui est reconnue, c'est que la continuité, c'est ce qui est le plus important pour les enfants. Et de voir qui, en fait, s'occupe de ces enfants, vers qui l'enfant va accourir quand il se blesse ou elle se blesse. Donc, ce sont des choses qui amènent soit à un arrangement entre les parents, soit à une bagarre légale pour savoir comment mieux entourer ses enfants. C'est très pénible, c'est très difficile. Et on ne peut pas simplement se baser sur ce qui s'est passé avant, parce que souvent, quand il y a un divorce, disons si le père était toujours au travail, ben, le père peut décider, bon, ben moi, je change mon travail pour pouvoir passer plus de temps avec mes enfants. Et en fait, dans un côté un petit peu plus, comment dirais-je, c'est un petit peu miraculeux,
c'est que les enfants héritent d'un parent qui est beaucoup plus présent qu'avant la séparation. C'est peut-être une maigre compensation, mais c'est déjà quelque chose que je trouve qui soit positif. Dans le divorce, vous avez aussi, bien sûr, la question financière du jour de chaque jour. Comment est-ce que je vais survivre? Comment est-ce que je vais payer mes dettes, enfin, tout ce qui me permet de vivre? Comment est-ce que je vais acheter, comment je vais acheter la nourriture, payer le loyer, etc., etc. Alors, en Californie, on a deux sources de support. Je pense que c'est pareil un peu partout. Il y a le support pour les enfants et le support pour l'époux ou l'épouse. Celui qui gagne le plus sera obligé de payer une pension à celle ou celui qui gagne moins. Selon la durée du mariage, la pension pour l'époux ou l'épouse sera de longue durée ou de courte durée. Plus le mariage est de courte durée, et moins il y aura de pension à verser. Ça pose beaucoup de problèmes parce que si, par exemple, il y a un époux qui est venu en Californie pour une très bonne situation et sa femme le suit, mais elle n'a pas le visa, elle ne peut pas travailler, ou elle ne travaille pas, ou il y a des enfants, donc il faut s'occuper des enfants, plus le mariage est court, moins il y aura d'aide à la famille et vous vous retrouvez en Californie, aux États-Unis, sans pouvoir travailler avec un époux ou une épouse qui, évidemment, ne va pas exactement vouloir vous donner beaucoup d'argent pour survivre. Et la durée. J'essaie de voir un peu de quel côté partir sur tout ça. Alors, pour la garde des enfants, ça devient très compliqué parce que surtout si vos enfants sont nés aux États-Unis, ils sont américains, même s'ils ne sont pas américains, mais s'ils ont grandi ici ou ils sont à l'école ici et il y a un des époux ou épouses qui refuse de rentrer en France, ça risque de poser de gros problèmes parce qu'on suit les enfants. Donc, quand il y a une dispute autour de la garde des enfants, on essaie de voir ce qui est dans le meilleur intérêt des enfants. Est-ce que les enfants veulent quitter leur lycée, quitter leur petite école pour rentrer en France? Comment faire avec les enfants? Alors, en Californie, évidemment, ils vont en général préférer que les enfants restent ici s'ils ont une situation qui est, comment dirais-je, qui est stable et si les enfants sont heureux où ils sont. Maintenant, ça pose la question qui suit aussi, c'est de savoir comment faire. Si vous étiez en France, alors en Californie, pour déposer une requête de divorce ou de garde d'enfants, ou une requête en général, il faut avoir vécu en Californie 6 mois avant le dépôt de la requête et 3 mois dans le comté où vous êtes, que ce soit le comté de Los Angeles, le comté de San Francisco. Il faut y avoir été 3 mois avant le dépôt de la demande auprès de la Cour. Je vois que j'en suis déjà à 8 minutes et demie. Il faut que je me dépêche. Non, t'inquiète, on a le temps, Sylvia. Ah, d'accord. Donc, parfois, c'est une question aussi où, d'après mes informations, la Californie est un État où c'est un peu plus généreux pour les époux ou les épouses qui se trouvent ici, ceux ou celles qui gagnent moins. Je ne donne pas de conseils légaux pour comment ça se passe en France parce que je ne suis pas diplômée, je ne suis pas au barreau de France, de Paris. Donc, je demande toujours à mes clients de faire une analyse, d'appeler quelqu'un en Californie, en France, de prendre au moins une consultation pour faire une comparaison des droits et ce à quoi vous pouvez faire des requêtes auprès de la Cour. D'après ce qui m'est revenu, en Californie, c'est plus généreux pour les pensions aux époux, mais c'est à vous de faire les calculs en vous renseignant. Les informations, c'est toujours très, très important. En général, on a peur ou on se sent isolé ou on se sent perdu quand on n'a pas d'informations. Et c'est pour ça que le réseau Main dans la main est vraiment magnifique parce que vous pouvez vous tourner vers des gens qui ont des infos à vous donner ou pourront vous guider vers des personnes qui auront des infos pour vous. Alors, je crois que pour la question de la question des violences conjugales, ce sera un peu plus tard dans la présentation, mais c'est aussi quelque chose qui se passe. Quand il y a alors je ne sais pas si j'en parle maintenant ou tout à l'heure,
mais je dirais juste simplement, s'il y a une violence, des violences, pardon, conjugales, ne restez pas isolés. Il y a beaucoup d'organisations et de gens qui sont là, prêts à vous aider. Il suffit de les contacter. Et si vous ne savez pas qui contacter, vous pouvez appeler le réseau, vous pouvez appeler d'autres organisations, vous pouvez appeler le consulat. Le consulat aussi répond aux demandes d'aide de nos ressortissants. Donc, il y a beaucoup d'aide. Mais c'est pas toujours évident quand on a peur ou quand on est en état de survie complète. Je ne sais pas quoi trop vous dire d'autre sur le divorce. Si vous avez des questions à me poser aujourd'hui, je peux y répondre, mais je dois vous dire que comme nous ne sommes pas toutes avocats et avocates, ce ne sont pas des communications protégées dans ce sens, mais ce sont des discussions qui sont protégées par nous, par ce webinaire. Mais donc, il y a une certaine limite, si je puis dire. OK, je passe la parole. Oui, très bien. Je peux poursuivre sur l'impact psychologique et puis je pense que les questions dans un second temps nous amèneront de fait à approfondir un petit peu sur les questions juridiques en Californie. Merci beaucoup, Sylvia. OK. Pour démarrer, je sais qu'il y a souvent un, un peu une tendance ou je ne sais pas s'il faut dire, je ne sais pas si c'est une rumeur, enfin, bon bref, un peu une tendance à penser que les couples en expatriation ont tendance à divorcer plus. C'est pas tout à fait ce que j'ai trouvé, moi, dans la littérature. Alors après, vous savez, les sources de chiffres, c'est toujours un peu difficile et de savoir aussi comment les choses sont évaluées et comment on vient à trouver ces nombres-là. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé un taux de divorce, on en a discuté un petit peu avec l'équipe du réseau, qui est assez élevé en France, à 45%. C'est-à-dire qu'on est à un mariage sur 3, voire un mariage sur 2 qui se solde par un divorce. Les chiffres que j'ai relevés par rapport aux Français de l'étranger divorcés est plutôt autour de 7%. Là encore, bien sûr, toutes les personnes françaises et vivant à l'étranger ne sont pas nécessairement enregistrées et donc ne sont pas toujours comptabilisées. Mais bon, voilà, c'est pour aussi donner un petit sorte d'ordre de grandeur et dire que cette répartition est peut-être un petit peu différente entre la France et ce que l'on voit à l'étranger. Souvent, la première année de mariage elle peut être critique. C'est quand même quelque chose qu'on lit dans la littérature et parfois aussi après la naissance d'un enfant. L'année qui suit la naissance d'un enfant peut être parfois critique dans la vie de couple. Et puis, on voit un pic des procédures autour des 5 ans de vie commune. Peut-être que Sylvia, tu pourras aussi nous parler de ce cap des 10 ans, parce que je sais que c'est quelque chose qui revient régulièrement. Alors, pourquoi divorcer semble plus difficile quand on est expatrié? Ben, écoutez, je crois que Sylvia a commencé à nous le dire. On fait face à une situation dans ce cadre-là qui est déjà en soi quelque chose d'inconfortable, de complexe. Et en plus, on est face à un système qui est un système légal qui est inconnu et parfois avec une barrière de la langue. Donc, c'est vrai que ça amène une difficulté supplémentaire. Les ressources également, les ressources naturelles auxquelles on pourrait penser quand on est dans son pays d'origine ou un pays familier dont on connaît un peu la législation, nous amènent à nous tourner peut-être plus facilement vers certaines structures. Là, les ressources naturellement auxquelles on pense ne sont pas forcément les mêmes. La documentation n'est pas la même. L'accès à l'aide financière, voilà, vers qui je me tourne si j'ai besoin d'une aide financière. Donc, on n'a pas forcément ces réponses-là. Le soutien émotionnel est parfois plus limité parce que la vie à distance, souvent quand on s'expatrie, on ne part pas avec sa famille et en tout cas pas ses parents, ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses cousines, enfin tout ce qui peut créer le maillage de familial mais aussi social. Donc il y a parfois la distance géographique et puis parfois tout simplement on n'a pas envie d'inquiéter. On n'a pas envie d'inquiéter sa famille qui est à distance et donc on ne partage pas toujours ce qu'on peut être amené à traverser quand on est loin de son pays d'origine.
Donc, c'est vrai que Sylvia a tout de suite commencé là-dessus, mais je souhaite aussi insister sur le fait que bah, ça amène un certain isolement, un isolement social, et puis une réorganisation. Quand on repense à, voilà, sur le point de se séparer ou traverser un divorce, parfois ce sont toutes les relations aussi amicales qui sont revisitées, parce que alors ça pouvait être, ah ben on voyait plus les amis, c'était les amis de monsieur, ou les amis de madame, ou les amis du couple. J'ai aussi eu des discussions avec des femmes qui me disaient, en fait, on avait beaucoup d'amis de couple et ils n'osaient plus m'inviter parce qu'en fait, tout le monde avait l'habitude de se retrouver en couple. Et donc maintenant que je suis seule, ils n'osent plus m'inviter. Donc je me retrouve seule. Et donc parfois, le fait de rediscuter avec ces amis-là et dire, mais c'est OK, je peux supporter d'être dans un groupe de couple sans m'effondrer. Et je souffre plus de ne pas être invitée, vous voyez, que d'être là en présence de couple dans la même salle. Voilà. Alors, il y a aussi un certain, le sentiment d'insécurité, je l'ai formulé comme ça, parce que il y a quand même une situation qui est une situation parfois administrative qui est liée au conjoint. Donc, c'est peut-être lui qui a l'emploi, ou c'est peut-être la compagne qui a l'emploi. Et là, le visa dont on dépend nous amène à, si on envisage un divorce, qu'est-ce qu'il en devient de mon visa? Comment est-ce que je peux rester dans le pays de résidence? Est-ce que je peux sortir du pays? Qu'est-ce qu'il en est de mes allers-retours finalement entre les États-Unis et la France, par exemple, ou d'autres pays, si vous êtes d'un autre pays d'origine? Bien sûr, la question aussi des enfants, puisque est-ce que je peux sortir, donc c'est pour les familles avec enfants, est-ce que je peux sortir du territoire avec les enfants ou pas? Et ce qu'il en est de cette nécessité du consentement du conjoint. Sylvia l'a également nommé, la situation financière, elle est à la fois, elle amène un certain sentiment d'insécurité parce que c'est dans ce que Sylvia a dit, dans vraiment le jour, mais aussi plus tard, pour le futur. Et puis parfois, c'est aussi là, dans le maintenant, est-ce qu'il y a des mouvements sur le compte bancaire? Est-ce que moi est-ce que j'ai des revenus? Est-ce que tous les revenus sont liés au conjoint? Et si on se sépare, si on se divorce, qu'est-ce qu'il advient de ces comptes bancaires et de tout ça? Donc, ce sont beaucoup de questions, en fait, qui sont soulevées dans cette épreuve-là. Alors, sur le slide suivant, je mets un peu l'accent sur, on va s'interroger un peu plus sur le côté de l'adulte et donc son impact émotionnel. Et j'avais envie de mettre en avant un peu différents stades. À quel moment on en est de la séparation, du divorce? Donc, un petit peu avant, qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? Donc, un peu en amont, il y a parfois une certaine dégradation de la situation maritale. Il y a parfois une distance qui s'installe, certaines froideurs. Euh, Peut-être qu'il y avait des conflits ou un peu de tension, et ça s'intensifie, c'est de plus en plus récurrent. Donc, la décision, elle peut venir de soi, elle peut venir de son partenaire. Euh, et en fonction de ça, bien sûr, ça ne génère pas du tout la même chose. Parfois, on peut se dire la situation maritale n'était pas parfaite, mais il y avait une sorte de statu quo qui faisait que bon, chacun s'était habitué à une certaine manière de faire. Alors peut-être avec moins de partage dans ce que l'un et l'autre a fait de sa journée, ou peut-être faire chambre à part. Mais parfois, il y a cette annonce, à un moment donné, l'annonce du divorce ou du souhait de séparation. Et là, ça peut être vécu comme quelque chose d'abrupt, d'assez difficile, à une sorte de coup de réalité, voilà, comme un coup de massue où on ne s'y attendait pas. Et donc, bien sûr, on comprend bien que dans ces contextes qui sont assez variés, il y a toute une palette émotionnelle qui vient avec. Ça peut aller d'une certaine minimisation de la situation. Oh, ça ne va pas très bien dans notre couple, mais bon, on fait avec, on vit au jour le jour, c'est pas si terrible et ça se continue comme ça. Et puis là, bon, peut-être qu'on envisage la séparation, mais est-ce que vraiment c'est très sérieux? Vous voyez, c'est pas forcément ça. Parfois, ça peut être la colère, sentiment d'incompréhension. Tout allait bien, ou en tout cas, il n'y avait rien de flagrant, et mon partenaire m'annonce qu'il n'est pas heureux avec moi,
qui décide qu'il a envie de partir. Vous voyez. Donc après, bien sûr, la préoccupation et le doute. Dans ce contexte, à cette période-là, il y a vraiment, je voulais mettre en parallèle un petit peu les démarches qui peuvent être prises. Il y a parfois la question de la thérapie de couple, parce que quand il y a une situation un peu tendue, un peu conflictuelle, mais qu'il y a un désir de rester ensemble ou de peut-être aménager les choses, la thérapie conjugale peut être un très bon espace pour mettre un peu à plat tout ça et réévaluer. Et puis parfois, c'est la thérapie personnelle et parfois même les deux en même temps. Parce que quand ça va pas bien dans le couple, ça amène aussi beaucoup de remises en question personnelles. Au cours de la procédure, c'est le slide suivant. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Sandrine, si tu peux juste passer au slide d'après, s'il te plaît, merci. Là, on est vraiment dans un envahissement de la pensée. Alors, il y a vraiment quel chemin est-ce que je prends? J'avais vraiment cette image de la forêt parce que j'ai des options et je ne sais pas vraiment comment je fais des choix. Je suis moi-même prise dans mes propres préoccupations. On peut passer aussi au slide suivant. Je suis moi-même dans mes propres pensées. Toute mon énergie est tournée vers mes préoccupations du divorce et toutes ses ramifications. Donc, Alors, ça tu ne vois pas vraiment... le slide suivant? Je te Ah, coupe ça deux y est, secondes. Tu vois pas? ça Ah y bon, est, d'accord, je parce ne que ça le fait un moment voyais que je pas. partageais. Ah, d'accord, C'est bon. j'avais un petit délai. Merci. Donc, voilà, vraiment, ça prend toute l'énergie. C'est vraiment une procédure qui est lourde et enfin qui peut être lourde. Après, ça dépend bien sûr. Peut-être, Sylvia, tu pourras nous dire aussi des situations peut-être de séparation à l'amiable. Quels sont les délais? À quoi il faut s'attendre en termes de délai pour une procédure en Californie? Je pense que c'est important de savoir ça. Et puis, il y a un certain épuisement, évidemment, puisque quand on met tout ça en œuvre, je disais tout à l'heure, ça remet beaucoup de choses en question, son identité profonde. Et bien sûr, le projet d'expatriation, quand on est dans un cadre d'expatriation. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est retrouvé dans ce pays? Est-ce que maintenant que les choses sont différentes dans notre couple, est-ce que ça remet ce projet-là en question? Est-ce que je souhaite poursuivre ou pas? Et donc là, j'ai mis un peu quelques pistes de la médiation parce que bien sûr, il y a la question aussi des enfants et on va y revenir un petit peu plus en détail dans quelques minutes. Ça peut être aussi voilà, comment on fait pour continuer à communiquer dans un contexte qui parfois est un peu sensible. Bien sûr, le coaching de vie, le coaching, c'est un espace aussi qui permet de remettre un peu tout ça. Et puis surtout, quand on est dans ces épreuves-là, on a un peu un sentiment de perte de contrôle. Il y a des choses qui nous échappent. Donc, comment je remets un petit peu la main sur ma vie, le cours de ma vie, et donc l'espace de la thérapie individuelle et du coaching peuvent être aussi des choses à privilégier. Après le divorce, écoutez, moi, ce que j'observe, c'est que les sentiments sont assez mitigés, qu'il peut y avoir un peu des choses et d'ailleurs qui peuvent être tout à fait vécues en même temps. Ah, je crois qu'on a perdu Sandrine. Ah non, vous avez toujours, vous, les choses, le slide à l'écran? Non. Bon, je pense que ça va revenir dans un instant. Ça peut aller vraiment d'un sentiment de solitude, bien sûr. On est après le divorce prononcé. Donc, on a parlé de toute cette énergie qui était déployée au cours. Parfois, c'est l'après-coup. Donc, l'après-coup, ça peut générer un certain effondrement. Et puis, parfois, cette situation, la situation, peut-être, elle n'était pas idéale. Et puis, ça peut aussi amener du soulagement. Soulagement de voir la fin de cette procédure. Et donc, oui, je disais un peu que ça peut être aussi une certaine forme de libération. Parfois, le divorce, ça peut aussi représenter un après et du coup, aussi un renouveau. Donc, c'est aussi se réorganiser, réapprendre à vivre sans le partenaire. Et je pense que j'ai vraiment voulu faire un parallèle avec le travail, un certain travail de deuil du couple qui se met en place à ce moment-là. Et puis j'attire votre attention sur le fait que il y a attention, il y a peut-être une vigilance là à ce moment-là parce que quand toute l'énergie était tournée et relevée vers la procédure,
les interactions, la communication avec les uns et les autres, les professionnels, etc. Une fois que tout ça, ça s'arrête, il peut y avoir aussi un moment un peu de dépression ou des choses comme ça. Donc, une certaine vigilance aussi à être prudent, s'entourer pour pouvoir échanger et retrouver un peu de soin et d'attention par rapport à soi-même. Le slide d'après, c'est voilà, à nouveau cette image de la forêt. On voit que c'est assez dense et bien sûr que malgré la densité de la situation, il peut y avoir une éclaircie. C'est aussi ça la source du message aujourd'hui. Si on regarde un petit peu plus du côté de l'enfant, parce que je sais que parmi les situations que nous rencontrons, et peut-être que cela parle à certains de nos participants aujourd'hui, il y a aussi des familles. Et donc, qu'est-ce qui se passe du côté de l'enfant? Et, avant de différencier, bien sûr, en fonction de l'âge, on peut aussi se faire quelques réflexions générales, se dire que c'est tout à fait normal que l'enfant passe par tout un tas d'émotions variées. Donc, c'est assez typique, naturel et normal de voir l'enfant passer par à la fois de la tristesse, de la colère, de la peur, de la confusion, de la honte, de la culpabilité et de l'inquiétude, et aussi du soulagement. Parce que n'oublions pas que parfois les enfants constatent, ils peuvent être aussi les témoins d'une tension de couple. Et, euh, et, et, et parfois aussi témoins de violence. Donc ça peut être aussi un soulagement. Et aussi de la culpabilité parce que, en fait, c'est assez commun pour l'enfant de se mettre un peu au centre et de se dire, est-ce que c'est de ma faute que mes parents se séparent? Et qu'est-ce qui va m'arriver? Donc, du coup, il y a un peu un sentiment là de perte de repère. Peut-être qu'il y a un des deux compagnons qui a déménagé, qui ne vit plus dans la maison. Parfois, il y avait peut-être un animal domestique et l'animal domestique n'est plus là. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose autour de la perte et qui peut générer de l'abandon. Et puis, il peut être aussi très surpris par cette décision. Il ne s'y attendait pas. Donc, il laisse un peu libre cours. Donc, parfois, les enfants peuvent imaginer tout un tas de scénarios. Quand on les aborde avec eux, on peut être très surpris nous-mêmes en tant qu'adultes de se dire qu'ils ont pensé à telle chose. Alors, ensuite, pour aller très vite sur juste un peu dans les grandes lignes, à quoi s'attendre en fonction de l'âge, les enfants ne réagissent pas toujours de la même façon. Il y a certaines choses qu'on peut retrouver à tout âge, il y a parfois des petites nuances. Alors, entre 3 et 5 ans, c'est assez classique de voir des phases de régression. Hein. C'est peut-être des fuites urinaires, alors des pipis au lit, alors que ce stade-là a été dépassé, mais on revient à des petits accidents, même parfois dans la journée, les troubles du sommeil. Et puis, bien sûr, ça génère beaucoup d'inquiétudes. Donc, il y a un peu cette problématique de l'attachement et parfois l'enfant rencontre des angoisses de séparation. Le fait de le laisser le matin à l'école, ça devient plus difficile, ça prend un peu plus de temps. Ou tout simplement, même peut-être d'aller chez un ami et c'est peut-être plus difficile pour lui. À 6 et 8 ans, on retrouve aussi cette peur et cette insécurité. Parfois, il y a de la somatisation aussi, qui est générée aussi par le stress. Donc, ça peut se manifester par des maux de tête, des maux de ventre, peut-être moins envie d'aller à l'école à certains moments. Voilà, donc dans ce contexte-là de divorce, il y a des choses comme ça que l'enfant exprime. Parfois, c'est un âge où ils peuvent mettre des mots, mais ce n'est pas toujours le cas, et parfois c'est le corps qui parle à la place. Et puis c'est un âge où les enfants, ils ont toujours, ils gardent en fait, nourrissent au fond d'eux ce fantasme que les parents vont à nouveau se réunir, quoi. Que c'est quelque chose qui va se régler qu'ils vont pouvoir retrouver leur vie de famille. À 8 et 11 ans, parfois, on peut avoir aussi des mouvements un peu de colère et d'agressivité. L'enfant a parfois un peu de mal à comprendre et il se sent un peu impuissant en fait dans cette situation. Donc là aussi, il peut y avoir de la somatisation et puis parfois, il peut aussi y avoir des passages à l'acte par rapport à ça. Et c'est un âge où il peut y avoir un conflit de loyauté. C'est parfois une période où l'enfant peut se sentir un peu obligé
soit obligé ou naturellement, il sent qu'il a envie de prendre un parti. Ça, c'est important en tant qu'adulte de peut-être rappeler que, voilà, en fait, l'enfant n'a pas besoin de prendre parti, qu'il a sa place auprès de chacun des parents, peut-être avec des formes, en fonction de la situation, peut-être une forme différente, mais il n'a pas besoin de choisir. Entre 12 et 18 ans, on a des adolescents, l'entrée vers le monde adulte aussi pour les plus grands. Là, c'est vrai que la forme, et puis souvent, il y a un âge où on se tourne plus vers l'extérieur. Donc, ça peut être la peine, elle peut aller jusqu'à de la dépression et de la violence. Et, et alors là, euh, l'adolescent commence à se projeter lui-même dans quel adulte je vais devenir, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme choix plus tard. Et donc, il commence à se poser un peu des questions de ah, mes parents sont comme ça, est-ce que moi j'ai envie de faire ça, je serais différent. Enfin, vous voyez, donc un peu ces questions morales. Euh, donc voilà, là, c'était vraiment dans les grandes lignes pour aller assez vite sur le question des groupes, mais je crois qu'il y a un autre élément à prendre en compte, bien sûr, entre les lignes. Là, c'est aussi que les choses varient aussi beaucoup en fonction de la personnalité de votre enfant. Et il y a des enfants qui sont très extravertis, d'autres qui sont très introvertis. Donc, je dirais que c'est une période, en fait, qui demande d'observer, d'être à l'écoute et de voir et de regarder son enfant. Ce qui est de son comportement habituel, inhabituel, en quoi il change un petit peu sa manière peut-être de réagir et de garder une certaine vigilance. Par rapport à, je m'excuse, je vais un petit peu vite, je voudrais vraiment laisser aux uns et aux autres la possibilité de s'exprimer, mais sur la relation parent-enfant, voilà, je disais, il y a parfois cette peur de la séparation, et puis du coup, bah, ça peut amener un peu en miroir le fait de se renforcer, donc un lien qui devient très très fort et très privilégié entre le parent et son enfant, qui partage peut-être plus de choses, qui se sent très proche émotionnellement à ce moment-là. Et donc, euh, l'enfant, c'est important de rappeler que voilà, le travail de l'enfant, c'est vraiment d'apprendre et de jouer et non pas être responsable de ce qui se passe dans la relation de couple. Mais je sais aussi que parfois, en tant qu'adulte, on peut être tellement pris par son propre vécu et les propres difficultés qu'on rencontre au quotidien dans ce type de situation, que ça peut parfois faire passer un peu à côté de ce qui se passe auprès des enfants. Alors, que dire à mon enfant? Écoutez, je crois que c'est vraiment, il y a une chose qui est à différencier en fonction de l'âge, et sans doute d'adapter les mots, parfois d'utiliser des images. Il existe quelques ressources, mais parfois en fonction de l'âge, des livres. J'ai trouvé notamment un livre pour enfants qui revient vraiment sur toutes les étapes de l'avant, pendant et après le divorce. Et parfois, les livres imagés peuvent permettre de mettre des mots quand on n'arrive pas forcément soi-même à le faire. Donc, il y a de la littérature autour de ça et bien sûr de l'adapter en fonction de l'âge. Et par contre, quel que soit l'âge, c'est important de le dire, même si ça semble évident, mais de toujours rappeler à son enfant qu'il est aimé et que même quand ses parents prennent des chemins séparés, l'amour est là et ces deux parents ont de l'affection pour lui. Et de vraiment de pouvoir le verbaliser, de le montrer, c'est quelque chose d'essentiel. Euh, sur le slide d'après, les recherches en fait sur le divorce ont montré l'impact sur les familles, ont montré qu'il y a certains facteurs qui affectent le bien-être de l'adulte et de l'enfant pendant et après le divorce. Et certains facteurs, donc là, ça intéresse aussi bien les personnes qui sont en couple avec ou sans enfant, la question de la durée et de l'intensité du conflit. On voit vraiment que la façon dont les personnes se sentent après une procédure de divorce aura vraiment un lien avec la durée de cette procédure et l'intensité, la force de s'il y a eu un conflit dans le couple ou pas, et de la manière dont ça s'est géré. Bien sûr, quand il y a des enfants, la qualité des fonctions parentales, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire
que même si le couple se sépare, ça veut dire conserver des décisions éducatives, soit adaptées et cohérentes, et qui rassurent en fait dans la continuité. Donc, comment on peut maintenir la communication entre parents pour permettre ça. Et puis, la qualité de la relation parent-enfant, ça, je commençais déjà à vous le dire, quand ça veut dire peut-être faire des choses ensemble, garder ce point d'ancrage, quel que soit l'âge, et du coup, en adaptant les activités pour pouvoir garder un lien de communication aussi avec son enfant. Alors, sur les stratégies, je suis ravie que vous puissiez plus tard avoir ces slides parce que vous pourrez revenir peut-être à votre propre rythme sur tout ça. Les stratégies d'adaptation et les ressources, écoutez, on voit que le but, en fait, c'est de rompre avec l'isolement et bien sûr de pouvoir s'entourer. Donc, j'ai mis ici solliciter le soutien de son entourage, recréer des connexions amicales, puisqu'on parlait que parfois les choses étaient complètement remises à plat. Donc, dans notre tissu local de la baie, j'ai pensé à des associations comme SFBA, l'Alliance française, comment on remet aussi un peu de plaisir dans sa vie au quotidien pour pouvoir avoir des moments d'activité plaisants qui permettent de s'aérer l'esprit. Et puis, si on en a envie de partager, de trouver des personnes avec qui partager ça, bien sûr, en parler et communiquer. S'informer, c'est essentiel, comme vous le faites aujourd'hui ce matin, par les webinaires, le contact avec les avocats, faire des recherches. Je voudrais aussi dire qu'il y a énormément de podcasts, et notamment des podcasts sur les situations de divorce. Et ça peut amener aussi une proximité parce que vous avez là des personnes qui elles-mêmes ont vécu ou vivent ça et qui amènent leurs petites choses du quotidien. Et ça peut être aussi une ressource intéressante de pouvoir écouter d'autres, réfléchir à ce qu'ils mettent en place vraiment avec des situations très concrètes de leur vie de tous les jours. Voilà, et puis bien sûr, le travail qu'on peut mettre en place, parce que ça amène beaucoup de remaniement et de questionnement, donc espace de thérapie, de coaching, pour remettre un petit peu de réflexion, d'introspection dans tout ça, et puis de remettre un peu les choses en perspective, et puis aussi juste de reconnaître ce travail de perte et de pouvoir faire un travail de deuil de ce mariage. Du côté de l'enfant, la famille, certes, elle est redéfinie, mais c'est toujours une équipe. Donc, comment on peut renforcer la présence et la vigilance familiale. Donc, il y a des choses qui se réinventent, peut-être dans la manière de continuer à communiquer avec le partenaire, l'ex-mari ou l'ex-femme, et continuer à faire aussi des choses parfois ensemble, donc faire des choses avec son enfant. Et là encore, solliciter l'entourage. Alors, quelle forme ça prend par rapport à l'enfant? Ça peut être de prévenir, par exemple, l'école, que là, en ce moment, on traverse une situation difficile en famille, que la séparation, le divorce, en fonction de là où vous en êtes. Et ça peut être d'informer soit le principal de l'établissement, peut-être un professeur qui a un lien particulier. Ça peut être de dire tout simplement, pas forcément que le professeur en parle ouvertement avec l'enfant, hein. Il peut très bien ne pas approcher directement l'enfant, mais au moins ça permet à l'adulte qui côtoie l'enfant dans la journée à l'école de se dire: «Ah, qu'est-ce que j'observe? Est-ce qu'il y a des changements de comportement?» Et peut-être de mettre le comportement de l'enfant en lumière avec ce qui se passe aussi à la maison. C'est important de pouvoir avoir cette communication avec l'école. Et puis peut-être, ou alors de dire aussi à l'enfant que vous avez peut-être prévenu son professeur et que s'il souhaite s'adresser à quelqu'un à l'école, c'est tout à fait possible, il peut être entendu là-bas. Et vraiment, le but aussi, c'est comment accompagner son enfant pour mettre des mots et à la fois, bien sûr, identifier ses émotions et puis réussir à les nommer. Parce qu'il y a un vrai impact. Les recherches en neurosciences montrent l'importance aussi de pouvoir, ne serait-ce que nommer, et que ça fait descendre un certain niveau de stress et d'anxiété, le simple fait de pouvoir identifier ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Je trouve que ça, c'est quelque chose d'important à avoir en tête, parce que parfois on se dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Quelque chose comme juste de prendre le temps de pouvoir échanger, parler, verbaliser sur ce qu'on ressent, ça amène déjà une certaine diminution d'un niveau de stress. Voilà, alors ça c'est un peu le dernier slide, c'est
un peu ma pointe optimiste. Et si cette phase-là de la vie était, voilà, ce nouveau chapitre pouvait être créé une certaine opportunité. Alors bien sûr, peut-être qu'il est tôt, il est trop tôt peut-être là où vous en êtes de penser à ça et que c'est peut-être quelques réflexions que vous vous poserez plus tard dans le temps. Mais c'est important de quand même vous dire que parfois ça peut être aussi une opportunité dans le sens où on apprend aussi sur soi dans ces moments-là, dans ces moments d'épreuve et de challenge. Et c'est aussi bah, voilà, un peu un nouveau champ de possibles. La vie de couple, elle s'accompagne avec elle est faite de tous ces petits compromis que chacun a dû, parfois mettre en place, à décider ou à accepter ou parfois tolérer, pour devenir et pour être un partenaire et que maintenant que tout ça s'est remis à plat, et ben, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que qui je suis, qui j'ai envie de devenir et d'accomplir, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, que j'ai peut-être mis entre parenthèses pendant un certain temps. Et peut-être, ben, voilà, que c'est assez normal, de pas forcément se poser tout de suite cette question-là, mais en tout cas, peut-être qu'elle cheminera, cette réflexion-là, viendra un peu sur la voie de la reconstruction et dans ce temps qu'on s'octroie à réexplorer un peu, ce qu'on a envie de faire. Voilà. Merci, j'espère que ça n'a pas été trop long. C'était vraiment important d'apporter à la fois l'impact je pense que c'est aussi rassurant de savoir qu'on n'est pas seul à penser, à traverser ça et à passer ces émotions. Et il y a des choses, des stratégies d'adaptation, bien sûr, et des ressources disponibles pour pouvoir avancer et ne pas être seul, surtout ne pas rester seul dans ces situations. Et une des ressources qui va être abordée maintenant, c'est la médiation. Parce que c'est vraiment qu'il y a vraiment une place vraiment spécifique de la médiation. Et Maître Sylvia Keita va nous en dire un peu plus dans le cadre de la Californie. Et puis Véronique Gervais également pourra nous en dire un peu plus, puisque c'est aussi ce sont leur métier à toutes deux et dans deux régions qui nous intéressent. Merci. OK. Ben, je vais faire assez rapidement sur la médiation aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que c'est que la médiation? La médiation, c'est simplement, au lieu d'avoir chacun son avocat ou son avocate, vous en prenez un ou une et cette personne vous aide à trouver des solutions ensemble. Souvent, on a des avocates qui sont médiatrices et ce qu'on appelle ici litigators. On fait les deux. Mais la médiation, ça vous permet de réduire le frais du divorce et ça vous met aussi en contact avec quelqu'un qui parle aux deux. Et ensemble, on essaie de trouver des solutions qui sont meilleures pour le couple et pour les enfants pour après le divorce. Alors, le côté un peu négatif, si je puis dire, c'est que si vous ne vous entendez pas, si la médiation ne marche pas et qu'au bout du compte, vous n'êtes pas d'accord, ça fait comme s'il y avait zéro parce que vous ne pouvez pas vous servir de quoi que ce soit qui soit passé dans la médiation, dans le cadre de la dispute au tribunal, car le médiateur ou la médiatrice n'a pas le droit de représenter l'un ou l'autre après s'il y a si ça continue au tribunal, disons. L'avantage de la médiation, à part le coût, qui est beaucoup moins élevé puisqu'il y a un avocat ou avocate au lieu d'en avoir deux, c'est qu'aussi qu'on explore des manières enfin moi, en tout cas, dans mon rôle, j'essaie d'apprendre ou d'encourager mes clients et clientes à développer un nouveau mode de communication. Ne pas aller toujours sur l'ancien mode qui a amené au divorce, pour trouver une manière de communiquer qui soit beaucoup plus positive et aussi je ne sais pas ce qui se passe là, et aussi je vous ai perdu, j'espère que vous ne m'avez pas perdu vous. Attendez, excusez-moi. Voilà. Non, Non, Et non, on te voit bien, on te voit bien. ah bon, On d'accord, t'entend bien. merci. Vous étiez allé tout noir. Bon, donc de trouver une nouvelle manière de communiquer et aussi d'apprécier qu'est-ce qui est plus important pour l'un par rapport à l'autre. Il y en a un ou une qui voudra absolument garder la maison, l'autre qui veut absolument garder sa retraite,
Les enfants, finalement, chacun part du principe, je veux une semaine sur 2. Mais en fait, on se rend compte qu'une semaine sur 2, ça ne marche pas parce qu'il y a des honoraires, comment on appelle ça, des emplois du temps qui sont très divisés et que pour encourager, on veut supporter le maximum de temps des enfants avec chaque parent. Donc, l'idée, c'est pas de prendre l'enfant et puis de mettre l'enfant en garde nourrice ou ailleurs. C'est pour vraiment essayer de faire que quand papa travaille pas, qu'il ait les enfants, quand maman travaille pas, qu'elle ait les enfants, avec l'idée que c'est ce qui est le meilleur pour tous, pour les enfants et pour les parents. Dans la médiation, on peut se parler directement. On peut vraiment essayer d'approfondir tout ça et puis d'arrêter ou de minimaliser le conflit. Dans le litigation, dans le tribunal, c'est pas évident puisque chaque côté veut gagner sa cause et veut montrer que l'autre est tellement mauvais ou tellement difficile ou tellement avare ou tellement, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme adjectif après ça. Donc moi, je suis très, très médiation, je préfère la médiation, je préfère mon approche, même en tant qu'avocate, c'est une approche qui est plus médiative parce que c'est quelque chose qui est plus bénéficiaire, excusez-moi, ça fait traduire les termes en anglais de l'ego en français, c'est pas tout à fait ce que je fais tous les jours. Mais c'est des choses qui apprend au client à communiquer d'une manière plus positive. Maintenant, quand il n'y a pas le choix, ben, on va au tribunal et en général, éventuellement, on arrive exactement au même résultat. Mais la question, c'est combien vous allez vous disputer pour arriver exactement au même résultat. Alors, je laisse la parole à Véronique. Merci Sylvia. Alors, je vais aborder très très rapidement quelques points qui me semblent importants. Donc, tout ce qu'a dit Sylvia Keita sur la médiation familiale aux États-Unis se transpose directement en France. Évidemment, c'est la même chose, c'est les mêmes objectifs, c'est les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. En France comme aux États-Unis, donc la médiation se fait sur la base du volontariat, c'est-à-dire qu'il faut que les deux personnes soient d'accord et elle peut intervenir à n'importe quel moment par rapport à une procédure, donc avant pour la préparer, pendant et même après. Petit point à avoir en tête aussi, c'est qu'en France, elle s'inscrit dans le cadre légal et donc que les accords qui sont conclus avec le médiateur, à certaines conditions, ils peuvent être transmis par les parties au juge français, être homologués, avoir la valeur d'un jugement et donc ensuite, à certaines conditions aussi, produire des effets juridiques à l'étranger s'ils ont été homologués, donc, et notamment aux États-Unis. Je ne rentre pas dans les détails parce que ça ne présente pas beaucoup d'intérêt, ça serait trop long, mais voilà quelque chose à avoir quand même en tête. Il ne s'agit pas juste de discuter, il faut savoir que les accords qui peuvent être pris peuvent produire des effets. Autre point que je voulais aborder, donc c'est quand on est aux États-Unis ou un pied aux États-Unis, un pied en France et qu'on souhaite contacter un médiateur familial, comment est-ce qu'on peut en trouver un? Il existe une liste de médiateurs familiaux internationaux qu'on trouve en tapant médiation familiale internationale ministère de la Justice et on arrive donc directement sur le site et il y a une liste là, ce qui permet donc d'avoir recours à des médiateurs qui parlent plusieurs langues, qui vont être familiarisés avec des problématiques particulières comme par exemple typiquement des choses très dramatiques, mais les enlèvements internationaux d'enfants. Donc cette liste-là, elle est donc sur le site du ministère et donc de façon un peu plus facile et légère, vous pouvez aussi contacter un médiateur familial d'une association conventionnée et là, le gros intérêt, il est aussi financier, c'est que le premier entretien est complètement gratuit. Ça peut être aussi une porte d'entrée quand on est encore aux États-Unis et qu'on veut commencer à prendre des contacts en France, de pouvoir parler à un professionnel qui va aussi connaître des avocats, qui va pouvoir aussi être une porte d'entrée. Et donc là, pour trouver ces médiateurs familiaux donc qui travaillent dans des associations
conventionnés et donc qui proposent ces entretiens gratuits. Donc, vous trouverez les liens dans les adresses utiles en fin de la présentation. Il y a un site qui les regroupe qui s'appelle la FENAMEF. Et donc, il y a un maillage très, très serré en France d'associations. Donc, je ne sais pas si je suis totalement claire, mais ce qu'il faut retenir, c'est que avoir recours à la médiation familiale en France, ça peut être très peu cher puisque c'est financé, soutenu par les pouvoirs publics, il y a des financements par la CAF, par le ministère de la Justice et que donc en s'adressant à un médiateur dans une association, on peut non seulement avoir un premier entretien parfaitement gratuit, mais aussi bénéficier ensuite de tarifs très avantageux puisque donc les revenus des personnes sont pris en compte et que si par exemple on est comme ça peut arriver en expatriation, une femme qui se retrouve en France avec très peu de ressources, eh bien c'est la possibilité de bénéficier de tarifs très intéressants avec des professionnels formés à la médiation familiale. Et puis donc en troisième lieu, donc premier lieu le site du ministère des Affaires étrangères, deuxième lieu toutes les associations conventionnées et troisièmement évidemment aussi comme aux États-Unis des médiateurs libéraux qui là donc proposent des tarifs qui sont libres donc très variables. Il y a des avocats, un certain nombre d'avocats aussi qui sont formés à la médiation familiale et qui proposent des médiations. Voilà, je m'arrête là et je répondrai volontiers à des questions, y compris par mail, si vous en avez. Vous trouvez mes coordonnées sur le site. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on Oui, aura... je voulais juste rajouter Oui, une bien petite sûr. chose pour souligner ce que Véronique vient de dire, c'est que quand il y a un accord, bien sûr, dans la médiation, il est intégré dans le jugement du divorce. D'accord. Alors, on va passer au quatrième point avec Sandrine sur la question des violences conjugales et on aura un certain nombre de questions et des choses qu'on pourra approfondir dans un second temps, notamment sur la question de la médiation. Merci beaucoup. Sandrine, à toi. Pardon, donc je continue, je vais aller sur un petit terrain encore un peu plus glissant qui est donc la violence conjugale. On pensait qu'il était intéressant d'en parler parce que, comme on parle du divorce, bien sûr, on ne dit pas que tous les divorces finissent en violence conjugale et qu'il y a forcément des violences conjugales en expatriation, mais c'était important d'en parler. Je vais essayer d'aller un peu vite parce que je vois qu'il y a des questions qui commencent à arriver. Donc, comme on dit tout à l'heure, comme nous disait Gladys tout à l'heure, quand on parle de divorce, il commence à y avoir des conflits qui vont plus ou moins ressortir, mais la différence principale entre le conflit conjugal et la violence conjugale, c'est vraiment le rapport d'égalité qu'il va y avoir quand même dans le couple. Dans un conflit conjugal, et surtout pour le coup, si on va vers un divorce, ben on va se rendre compte qu'il y aura de plus en plus de conflits, de plus en plus de sujets, mais tout le temps, quoi qu'il en soit, les deux parties, les deux couples, les deux personnes du couple vont pouvoir parler plus ou moins ouvertement. Peut-être qu'il y aura de l'agressivité, peut-être qu'il y aura de la colère, peut-être qu'il y aura pas forcément, peut-être un peu de peur de dire ce qu'on pense exactement, mais on sera quand même que, entre guillemets, dans du conflit conjugal à partir du moment où chacun va pouvoir quand même se sentir libre de donner son opinion. En sens inverse, on va commencer à parler de violence conjugale quand il y aura cette fois un rapport de domination. Quand une des deux parties, en général, je vais dire l'homme, je vais dire l'auteur ou l'agresseur, je suis je sais très bien que ça ne se passe pas tout le temps comme ça, mais disons que dans 97% des cas, en tout cas, quand on parle de contrôle coercitif, c'est le contrôle coercitif d'un homme sur une femme. Mais en tout cas, sous l'emprise de l'auteur, l'auteur va vouloir mettre en place des mécanismes de contrôle coercitif. Et pour le coup, on n'est plus du tout dans du conflit conjugal, ça va beaucoup plus loin que ça. Les différentes formes de violence conjugale que je voulais voir avec vous aujourd'hui, on voit bien que l'évolution des mentalités a évolué et qu'on reconnaît très très facilement les violences conjugales quand une femme a des marques sur le visage, des traces d'empoignement, des traces de strangulation. Tout ça fait que aussi les auteurs de violences conjugales ont dû aussi évoluer dans leurs mécanismes de contrôle coercitif et d'agression. Et pour le coup, on ne parle pas plus que de violence physique. Il y a évidemment
qui vont avec les violences conjugales, la violence verbale, c'est-à-dire les insultes. Je ne donnerai aucun exemple, vous en avez plein en tête. Il y a également la violence psychologique. Les violences psychologiques, c'est plutôt quand on est sur du dénigrement, du chantage, du style « si tu me quittes, je me suicide. Si tu me quittes, tu ne verras jamais mes enfants. Si tu me quittes, bah, de toute façon, tu ne trouveras personne d'autre parce que de toute façon, tu es nul. » Et puis là, du coup, c'est un petit peu du dénigrement. De toute façon, bah, tu n'es qu'une bonne à rien. De toute façon, tu ne sais rien faire à la maison. De toute façon, tu ne trouveras jamais d'autre. De toute façon, tu n'y arriveras pas. Toutes ces choses-là. Qui vont aussi avec la violence conjugale, il y a la violence matérielle. Ça, c'est plutôt quand on commence à... Puisqu'on ne peut plus, les hommes savent très bien que ça se fait plus trop maintenant de donner un coup de poing sur sa femme, et bien du coup, ils vont donner un coup de poing dans une porte, ils vont dégrader les portes, ils vont casser des verres, casser des assiettes, tout ça pour montrer un petit peu leur force physique, et puis pour asseoir un petit peu cette force et ce sentiment de peur aussi de sa victime. Qui vont également avec les violences, et on en parle de plus en plus, il y a les agressions et les violences sexuelles. Ça, c'est tous les rapports sexuels imposés. Quand on ne veut plus, tout l'organisme disait on pouvait faire chambre à part, ben, ça n'empêche pas les agresseurs de venir quand même, toquer ou pas d'ailleurs à la porte de madame et de lui imposer une relation, même si elle n'a pas envie. Les violences conjugales, les viols, je veux dire conjugaux, ça existe, hein, ça a été reconnu depuis 81. Donc ça aussi, ça fait partie du lot des violences conjugales. Si on rentre un petit peu plus dans la sphère spécifique de l'expatriation, je ne dis pas que c'est qu'en expatriation, mais c'est vraiment ce qui apparaît aussi très, très, très spécifiquement dans les violences conjugales à l'expatriation. Ce sont les 3 derniers volets là, que je vais évoquer maintenant, ce sont les violences administratives. C'est le fait de retenir les passeports, les visas, le livret de famille, de déchirer le livret de famille de madame, de déchirer le livret de famille pour pas qu'elle puisse quitter le territoire avec les enfants. Toute cette rétention de documents administratifs, le fait de l'empêcher d'aller au consulat pour faire les papiers, etc., tout ça, ça fait partie de la violence administrative. Et qui en découle aussi la violence économique. Le fait de contrôler toutes les dépenses, le fait de lui demander des comptes. Qu'est-ce que tu as acheté aujourd'hui? Voyons, je vais vérifier. Le fait d'interdire à l'autre personne d'ouvrir un compte bancaire. Très, très souvent, quand on arrive en expatriation, c'est le conjoint à l'origine de l'expatriation qui a le droit d'ouvrir un compte, et puis le conjoint suiveur, eh bien, il ne peut pas forcément de suite ouvrir un compte. Il faut attendre quelques temps. Ben, dans le cas de violence, cette personne ne pourra jamais ouvrir un compte parce qu'il ne va jamais lui autoriser à ouvrir un compte bancaire. Comme ça, c'est plus simple, il peut encore mieux la contrôler. Et puis même si elle arrive à ouvrir un compte, il va falloir qu'elle demande, qu'elle quémande à monsieur de bien vouloir mettre un petit peu d'argent pour peu qu'elle ne travaille pas, ça va être compliqué. Et puis le fait d'interdire aussi à madame de travailler, ça fait aussi partie des violences. Tout ça, ça fait voilà, partie du lot des violences conjugales. Et on sait évidemment que la violence conjugale ne va pas s'arrêter avec le départ de la victime. On estime même que la période la plus difficile et peut-être même la plus dangereuse pour une victime, c'est la période, c'est 3 à 6 mois qui suivent le départ de la victime du domicile conjugal. Parce que les violences continuent, ne serait-ce que par le biais des enfants, ne serait-ce par la procédure de divorce qui peut prendre du temps, surtout à l'international, ça prend beaucoup de temps. On va peut-être en parler après avec Sylvia, les délais, mais ça prend beaucoup de temps. Et puis aussi la cyberviolence qui peut continuer, qui a peut-être continué avant, mais qui va aussi continuer après, avec le contrôle sur les réseaux sociaux. Voyons ce qu'elle fait, vérifier tout ce que fait madame, on peut vérifier aussi ce que font les enfants, peut-être même placer des trackers GPS sur les téléphones des enfants ou de madame ou sur la voiture. Voilà, un petit peu toutes les formes de violence conjugale qu'on peut voir en règle générale et puis aussi spécifiquement quand on est en expatriation, en tout cas quand on est français installé hors de France. Quoi qu'il en soit, et comme on dit tout à l'heure, le but principal, c'est de en parler, commencer et réussir à en parler, sauf que pour ça, il faut déjà que la victime se rende compte elle-même qu'elle est victime de violence conjugale. Alors, je ne vais peut-être pas en parler ici, mais on sait très bien qu'il y a des cycles dans les violences conjugales, où il y a les tensions de crise, la lune de miel, et puis après, petit à petit, ça va recommencer petit à petit. Ce que je peux recommander, et ce que je recommande à chaque fois les victimes que je reçois, tant d'un point de vue, toujours les victimes, plateforme Mémo de Vie, c'est une plateforme qui a été mise en place par le réseau France Victimes. C'est une association nationale d'aide aux victimes en France, reconnue par le ministère de la Justice, et donc l'application est reconnue par le ministère de la Justice. Et tout ce qui rentre dans l'application peut être présenté devant les tribunaux français. À l'international, alors c'est pas reconnu d'une valeur légale, mais en tout cas, cette application, elle est très très utile parce qu'elle sert, il y a plusieurs types, mais en tout cas, elle sert
plus ou moins comme dans un journal de bord. C'est-à-dire que la victime, tous les jours, va pouvoir dire aujourd'hui, il s'est passé ça, il s'est passé ça, le lendemain, il s'est passé ça, le surlendemain, il s'est passé ça. Ça va permettre de noter au jour le jour tout ce qui se passe. Parce que tous les petits actes comme ça de la vie quotidienne, tous les petits mécanismes mis en place par l'auteur de contrôle coercitif, pris individuellement, ils n'ont pas trop d'intérêt. Ils ne sont pas forcément répréhensibles pénalement, civilement, on ne peut pas trop se rendre compte à quoi ils servent. Sauf que tous ces petits actes mis bout à bout, et en plus, là, sur la plateforme Mémo de vie, c'est facile, du coup, d'un tout imprimer, de voir tout ce qui s'est passé. Ça permet de montrer, en fait, le schéma, ça permet de mécanismes mis en place pour le contrôle coercitif, ça permet de comprendre comment la victime, elle n'a pas pu en sortir, pourquoi elle a réagi comme ça, et puis en fait, comment monsieur, petit à petit, il a mis en place tout ça. La plateforme Mémo de vie, ça sert aussi également, c'est une ressource, pardon, une bibliothèque de ressources avec plein de documents super utiles pour toutes les victimes de violences. Et comme je disais tout à l'heure, donc ouais, c'est présentable devant les tribunaux français, devant les juges aux affaires familiaux français. Ça sert aussi également à stocker les documents administratifs qu'on peut avoir, les dépôts de plainte, ses passeports, justement au cas où monsieur confisque ensuite des déchire par la suite, etc. Les dépôts de plainte, les certificats médicaux, tous les documents qu'on peut avoir et qui peuvent servir par la suite dans une procédure. Comme je disais aussi tout à l'heure, je fais partie d'une autre structure qui est le The Sorority Foundation. C'est une association qui vient en aide. Alors, il y a plusieurs services, mais en tout cas, celle qui vous intéresse, c'est le service Save You. C'est une plateforme euh, spécifiquement pour les victimes françaises installées hors et en situation de violence conjugale. Ça permet d'être en soit le fuseau horaire, il y a forcément quelqu'un qui pourra vous écouter et on va vous mettre en relation si besoin avec des avocats spécialisés, des psychologues spécialisés, tout ça de manière pareille, confidentielle et gratuite. L'association The Sorority Foundation a également une application communautaire d'entraide. C'est une application qu'on télécharge sur ton téléphone et si on se sent en situation d'insécurité, que ce soit d'un transport en commun, au domicile, au travail, etc., on peut appuyer sur le bouton d'alerte et les 50 personnes les plus proches, en fait, on est géolocalisé, et les 50 personnes les plus proches autour de nous répondent, que ce soit par téléphone, par texto, n'importe, pour qu'on puisse se sentir en sécurité. Il y a aussi également une carte, et on peut voir les lieux ressources où on peut aller s'abriter en cas d'urgence, etc. Les associations ressources. Donc ça, c'est très, très, très développé en France. On a lancé l'application à Londres il y a 2-3 mois maintenant, donc ça c'est très développé. C'est très développé également en Suisse, en Belgique. Et puis, on essaie un petit peu de le développer aussi aux États-Unis. Voilà, c'était un petit point très, très rapide, hein. Donc, sur les violences conjugales, on voulait juste revenir peut-être avant que Sophie Bracchiani reprenne le relais. Comme je disais tout à l'heure, donc Sylvia Keita, la Californie, c'était un état de property community, donc de propriété communautaire, tout comme l'Arizona, l'Idaho, la Louisiane, le Nevada, le Nouveau-Mexique, le Texas, Washington et le Wisconsin, c'est tout. Et donc, ce que j'ai marqué là, c'est ce que Sylvia a présenté tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir. Et pour le coup, on peut peut-être laisser la parole maintenant à Sophie pour l'Oregon. Merci. Oui, oui, mais enfin très très rapidement, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde de l'Oregon qui soit présent ici. Juste pour dire une toute petite, la différence principale, c'est que en Oregon, la différence principale, c'est que le juge ne va pas, s'il y a divorce avec un juge, il peut bien sûr y avoir un divorce à l'amiable, euh, ce qui est différent et tout le monde s'accorde sur ce qu'ils veulent. Donc s'il y a conflit, il y aura un juge et le juge prendra une décision de partage des biens, non pas 50-50, les biens acquis durant le mariage, mais de façon équitable, en fonction de ce que chacun a apporté au couple. C'est donc c'est ça la différence principale. Et c'est le cas donc dans la majorité des États des États-Unis, puisqu'il n'y en a que 9 qui viennent d'être cités, qui font la séparation à 50-50 des biens acquis pendant le mariage.
Une autre petite différence, c'est qu'il n'y a pas les 6 mois d'attente quand on fait une demande de divorce. À la limite, si vous êtes d'accord, le divorce euh, peut être prononcé immédiatement. L'Oregon est aussi un État où la faute n'est pas considérée dans le jugement du divorce. Cependant, elle peut parfois, s'il y a un époux qui est fautif, pour quelque raison que ce soit, cela peut influencer le partage des allocations, le partage des biens euh, au moment du divorce. Voilà. Merci Sophie. Je sais pas, je pense qu'on est arrivé à la... Ah non, on a tous les liens, effectivement. Et on va... De toute façon, toute cette vidéo sera en ligne sur notre site. Et si vous voulez en prendre peut-être une copie, on va passer du site aux questions. Alors, j'allais juste rajouter, si je Bien peux, sûr. les délais. Les délais, donc merci pour l'Oregon. C'est-à-dire qu'en Californie, les choses ont changé depuis quelques décennies, disons. Donc, au départ, on pouvait faire sa demande de divorce et au bout de 2 mois, on avait 4 mois à attendre pour s'assurer que vous étiez vraiment sûr de vouloir divorcer. C'est ça ce qui est derrière, c'est que de faire tout ce qui était possible pour que le couple se remette ensemble si possible. Donc, ici, quand on dépose sa requête pour le divorce et que l'autre personne a reçu ses documents, il faut compter 6 mois au minimum avant de pouvoir être divorcé de son statut. Vous pouvez être divorcé, vous pouvez avoir tout fini en 2 ou 3 ou 4 mois, mais la petite case qui va dire quand vous redevenez quelqu'un qui est non marié, ça, il faut qu'il y ait 6 mois de délai. Donc, c'était tout. Je voulais raconter. Merci. Mais là, je vais poser une question, Sylvia, qui a été posée dans le chat. Oui. Pour un couple français marié en France mais vivant aux États-Unis, la procédure de divorce via médiation ou non doit-elle, peut-elle se faire aux USA ou en France? Je pense que la Alors, question... en termes de Californie, elle peut se faire, c'est à votre choix. En Californie, il faut donc qu'il y ait une résidence en Californie pour vous donner le droit de pouvoir déposer la requête en Californie. Que vous soyez marié en France, à Timbuktu, n'importe où, c'est la même chose. C'est simplement une question ça s'appelle la jurisdiction de l'État. Si l'État de Californie a sa jurisdiction, vous pouvez faire votre demande de divorce ici. Maintenant, c'est ce dont j'avais parlé un petit peu au départ, que ce serait très important. Je demande toujours aux couples français qui sont ici de voir quels seraient leurs droits en France pour un peu choisir ce qui irait de mieux. Alors, ce qu'on appelait à un moment, c'était la chasse au tribunal. Si vous avez le droit de déposer une requête en Californie et si vous avez aussi le droit de la déposer en France selon les lois françaises, la première personne qui a déposé sa requête et qui a donné les documents à l'autre, c'est cette démarche qui contrôle. Donc, après un peu de recherche au préalable, si vous avez décidé que c'est mieux de faire en Californie, faites-le le plus vite possible. Si vous avez la juridiction, faites-le le plus vite possible et assurez-vous que votre époux ou épouse reçoivent les documents. Ça s'appelle SERVed, Service of Process. En France, je pense qu'il faudrait que vous soyez aussi en France résident pour pouvoir faire votre requête. Mais là, l'endroit où vous avez des propriétés, j'ai des clients ici qui ont des propriétés en France, au Canada, un peu partout, ça tombe toujours sous la juridiction de la cour qui s'occupera de votre divorce. Donc, en tout, vous pouvez faire le choix, mais si vous ne faites pas le choix, vous vous retrouvez coincé avec le choix qui a été fait par votre époux ou épouse. Donc, ce que tu dis là, c'est que si on habite, par exemple, un couple qui a été marié en France et qui vit ici de manière plus ou moins longue, et finalement, ils ont gardé des propriétés en France, ils pourraient faire une demande de divorce en France, mais ils pourraient également la faire ici avec des biens qui sont en France, même s'ils n'ont pas de biens ici. C'est ça? Absolument, oui, oui. Ok. Ok. Mais est-ce que tu as un conseil sur est-ce qu'il vaut mieux le faire en France s'il y a des biens en France ou c'est en fait c'est au cas par cas en fait? Mais s'il ne s'agit que de biens, c'est peut-être mieux de le faire en France, puisqu'il y aura tous les documents à faire
sur place. Mais pour le divorce en général, c'est peut-être un peu plus favorable ici pour les pensions. Les pensions alimentaires, c'est un peu plus favorable en Californie. D'après les retours qui me sont venus de clientes qui sont allées se renseigner pour leurs droits en France. Maintenant, là, en ce moment, j'ai un cas où les propriétés, ils ont des propriétés à Los Angeles, des propriétés à Hong Kong et des propriétés en France. C'est pas évident. Non, non. Alors, on a d'autres questions là, mais est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole? Je vais arrêter l'enregistrement, juste pour si vous voulez poser des questions et que vous voulez pas que ça reste, voilà. Et puis ensuite, on va prendre soit des questions que vous allez poser, soit on a des questions qui sont arrivées un peu en amont qu'on pourra aussi poser, puis qui probablement vous intéresseront. Donc, je